Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von unserem Werbepartner Versprochen, dem Kongstar-Podcast zum Thema Fans. Und hier ist euer Host, Maximilian Benzinger. Allô, ici Fouad Berlin sur le podcast des investisseurs qui voient grand. Bienvenue dans ce nouveau podcast 10M pour 10 millions d'euros. Capital optimal de la magnifique position du Vachier. Je suis en compagnie de mon acolyte Hugo et d'une invitée de marque, Madeleine. Madeleine qui nous vient de France pour nous parler de son parcours immobilier. Alors on parlera d'état d'esprit, de changement identitaire, d'antifragilité, de diversification. Pas de LMNP dans ce podcast, malheureusement, pas de LCD et un parcours extrêmement inspirant qui va nous permettre de mieux comprendre les stratégies à mettre en place pour investir massivement. Simple question, on parlera de parking et de machine à laver ou pas ? Non, pas de distributeur automatique de brosse à dents, pas de stratégie de gain petit. Merci Fouad et bienvenue Madeleine. Alors il faut préciser que l'introduction, on enregistre le podcast dans un studio à Berlin et les gens ont préenregistré cette intro qui a beaucoup plu à Fouad. Donc coup de cœur. On a mis une intro qui n'est pas du tout la nôtre. Mais qui est la nôtre maintenant ? Qui est la nôtre. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes. Mettez-moi des likes les amis, mettez-moi des likes. Également pour soutenir le podcast et nous permettre d'avoir encore plus de profits inspirants, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de nous mettre en commentaire. Je remercie notamment Juliane, franchement super, j'ai appris une nouvelle manière de fonctionner, au plaisir de vous suivre, j'ai activé les notifications exprès. Merci Juliane de ce commentaire. Et également un autre commentaire de Soussou, merci Soussou3925, du contenu exclusif qui sort des sentiers battus. Bravo, hâte de découvrir la suite. Et aujourd'hui, on vous a préparé un interview d'une personne excessivement inspirante qui va vous partager son parcours, ses réussites. Et je dois le dire sur une petite note personnelle, comme je l'avais indiqué, ça sera le premier contenu que je réalise, que je ferai écouter à ma mère. Donc Madeleine, merci. Hors-série, le hors-série consiste à faire soit une revue littéraire, et on aura Madeleine également sur la revue littéraire, la première, le Pur Sang, un livre incroyable. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer les notifications. Et aujourd'hui, un profil hors norme, on va laisser Madeleine se présenter. Dans un premier temps, merci pour cette invitation, Fouad et Hugo. Bonjour à tous. Me présenter, cadre supérieur, banque, plus de 50 ans. Voilà, très bref, en 3 mots. Un peu plus de 3 mots. Cadre supérieur. J'aurai l'occasion, dans le cours de ce podcast, de donner d'autres angles de mon profil et de ma personnalité. Un avantage et un inconvénient de l'âge et de ton activité lorsque on se lance dans l'immobilier après 50 ans. Tu vas directement dans le dur, Hugo. Pas de préliminaire. Non, pas de préliminaire. Alors clairement, il faut comprendre dans un premier temps ce que les banques recherchent comme profil. Chaque banque a un profil un peu particulier de client et il faut tester en fait. Il faut aller voir les unes et les autres et on finit toujours par trouver chaussure à son pied. Et il y a des banques qui accompagnent les plus de 50 ans sans aucun problème. Il faut juste, en fait, bien prendre le temps de la recherche. Moi, il m'est arrivé sur certains biens de faire plus de 13 démarches en banque, d'avoir 12 refus et de finir par tomber sur le 13e. Donc voilà. Je trouve que c'est très inspirant de le préciser. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui sont dans le même profil que toi sur la possibilité de réaliser une activité entrepreneuriale au travers de l'investissement immobilier? Je crois que c'est passionnant. C'est une démarche... c'est au-delà de la connaissance technique, parce qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre. C'est très riche l'immobilier. C'est surtout l'état d'esprit. Il est extrêmement important de comprendre où on veut aller, ce qu'on veut faire, et puis ce à quoi on est prêt à sacrifier aussi. Il y avait une expression, je ne me souviens plus exactement des termes, mais c'est quand on choisit une direction, il faut surtout savoir ce à quoi on va dire non. Totalement d'accord avec cette expression, même si Fouad n'aime pas qu'on parle de sacrifice. Alors, c'est pas que
Il y a une différence en fait. Alors on est peut-être un peu dans la sémantique, mais je parlais plus de souffrance en fait, de pénibilité. La notion de sacrifice dans l'arbitrage, c'est quelque chose que j'admets. Après, concernant Madeleine, donc, qui est cadre supérieur, qui travaille énormément pour justifier un salaire confortable, ici, on ne va pas vous expliquer qu'on peut lever des millions d'euros en étant smicard ou bénéficiaire du RSA. Ce n'est pas la marque de fabrique de la maison. Là, il y a eu on va dire un sacrifice ou un effort quantitatif sur le niveau d'engagement, sur la quantité de travail à fournir. Évidemment, quand on décide d'aller dans l'immobilier dans une pratique délibérée intensive, eh bien évidemment, ça demande un certain niveau d'effort. La question de la pénibilité, de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, ça je la conteste dans le sens où l'efficience, et je vais donner des exemples très précis concernant Madeleine par exemple, puisque j'ai eu l'occasion de l'accompagner et de pratiquer la chasse immobilière pour son compte. Petite parenthèse, si quelqu'un vous propose de faire de la chasse immobilière, vérifiez qu'il est détenteur d'une carte T, puisque c'est une activité réglementée. Elle a fait très peu de visites. Tout ce qu'elle a visité, elle l'a acheté. Les seuls biens qu'elle n'a pas pu acheter, ce sont les biens où il y a eu 2 cas de figure, si je ne me trompe pas, Madeleine. Ce sont les vendeurs qui se sont rétractés, qui n'ont pas respecté leur engagement, malgré le fait qu'ils aient contresigné une offre d'achat. Donc, il y a eu dans la pratique, la cohérence entre ce que je prône et ce que je pratique et ce que je fais pratiquer. Il y a eu une efficience logistique dans le fait de cibler des investissements en adéquation avec son potentiel et surtout de faire déplacer Madeleine sur la visite physique du bien uniquement quand on a eu l'offre d'achat contresigné. Je ne sais pas si tu as quelques mots à dire là-dessus, Madeleine, mais c'est intéressant justement de rebondir sur cette notion de pénibilité, d'efficience, de souffrance, etc., etc. Je n'ai pas choisi d'investir dans l'immobilier pour souffrir. Je ne suis pas maso. Clairement, ça demande un très gros investissement en termes d'énergie et surtout de constance. Je faisais un petit peu le calcul. Pour mon boulot salarié, je travaille à peu près 60 heures par semaine et l'immobilier, au moins 20 heures par semaine. Donc on est effectivement à un gros niveau, comme tu le disais. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais à quoi je dis non. Mais c'est plus de l'engagement. C'est un choix assumé et j'en suis très heureuse. Je suis aujourd'hui, 6 ans après mon démarrage, ma première étape, à un niveau que je n'aurais même pas imaginé. Donc non, il n'y a absolument pas de souffrance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et c'est très important de préciser que tu investis massivement tout en travaillant. Oui. Donc l'investissement à distance, qu'on a évoqué dans un podcast, était une compétence indispensable. Tout à fait. Et ça m'a paru assez naturel d'ailleurs. Et au début ? Ça m'a paru naturel parce que, d'abord parce que, tu l'as mentionné, a été mon mentor. Donc, il fait une grande partie de la démarche pour moi au début. Une très grosse démarche. Bien sûr, il faut que je me pose des questions. Bien sûr, il faut que je questionne. Bien sûr, il faut que je réfléchisse, que je demande à voir aussi. Mais il y avait aussi une grande confiance qui s'est instaurée. Donc, je suivais la recommandation. Ça me paraissait naturel. De toute façon, à chaque fois que je me déplaçais, je devais prendre des jours de congé. Donc, j'ai des enfants aussi. Donc, je n'ai pas forcément un quota de vacances à allouer à faire 50 visites. Donc, tu n'as pas multiplié les visites comme c'est préconisé par la norme 2.0. Multiplier les visites dans l'espoir de dénicher une pépite. Non, tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant. Dans ma dernière opération, je ne suis allée visiter qu'une fois que j'avais signé l'offre d'achat. Et l'agent immobilier a tout de suite compris quand je lui ai dit « Non, mais attendez, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas visiter maintenant. On va mettre juste une condition suspensive dans l'offre d'achat. » Tout de suite, son ton a changé. Tout de suite, en fait, il a compris qu'il avait affaire à un investisseur et que c'était du sérieux. Voilà. C'est très important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens, on dénigre également sur Internet, on dénigre la position d'employé et tout ça, alors que c'est vraiment le meilleur statut pour investir. Et, c'est vital. C'est vital. Oui, parce que les banques ont besoin d'être assurées
Ils ont besoin de voir un salaire, ils ont besoin de voir... Je suis dans la même maison depuis peut-être plus de 30 ans. Donc, ils ont besoin de voir une stabilité, ils ont besoin de voir un... En fait, c'est le profil, entre guillemets, du bon père de famille qui les intéresse. On n'a plus le droit d'utiliser ce terme en France. Ah, bah écoute. Alors qu'avant, on avait le droit de l'utiliser dans les contrats, mais ça a été retiré. On n'a plus le droit de l'utiliser parce que c'est trop sexiste. En tout cas, ça illustre bien. On sait de quoi on parle. Exactement. Fouad, quelque chose à ajouter ? Moi, je vais te poser une première question, Madeleine. Moi, je connais évidemment ton parcours, l'évolution, et c'est vrai qu'en tant que mentor, mais également en tant que sociologue, j'ai pu naturellement observer la trajectoire. Première question, qui est très importante, comment est-ce que tu es passé finalement d'investisseur débutant sur de la location meublée non professionnelle à un changement identitaire qui a consisté à pratiquer l'immobilier sous le prisme de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne qu'il y a 4 ans, suite à l'accumulation d'expériences, que ce soit les acquisitions, que ce soit les désillusions, que ce soit les échecs, les retournements, etc. Comment est-ce que toi, tu as vécu en fait, et est-ce que tu penses que cette mutation identitaire, je fais référence à un bouquin qui est pas mal, que je recommande, Un rien peut tout changer. En anglais, le titre est différent, je crois que c'est... On ne le dit pas en anglais. Voilà, donc l'anglais est interdit ici, donc on ne parlera pas de mindset, mais d'état d'esprit et de changement identitaire. Donc comment est-ce que toi... je te pose la question parce que moi j'ai toujours été entrepreneur. Suite à la fin de mes études universitaires, j'ai décidé de créer une entreprise dès la fin de mes études. Et donc, ce qui n'a pas été ton cas, évidemment, je respecte ton parcours. Mais comment est-ce que toi, tu as vécu ce changement identitaire qui, quelque part, était profitable pour la suite de ta carrière professionnelle, pour ta diversification également immobilière sur la partie notamment marchand de biens et promotion immobilière, petite promotion immobilière. Donc voilà, ça c'est une première question qui peut intéresser à mon avis les gens qui nous écoutent, parce que ne pensez pas qu'on puisse basculer dans un profil d'investisseur aguerri en conservant une identité initiale qui est inadaptée aux exigences de l'immobilier exercé sous le prisme entrepreneurial. Voilà, première question. J'aurais deux réponses. Je pensais que tu allais dire c'est une excellente question. Ma réponse va être en 2 points. Quand j'ai commencé donc, à souhaiter à m'investir dans l'immobilier, j'ai assisté à des séminaires et la voie dite royale, c'était de faire du LMNP. Ah bon ? Une Vraiment fois, Je tombe des nues, les bras m'en tombent. Ça fait sujet d'un podcast. Donc, alors ce que tu dis est parfaitement vrai, bien évidemment. Et donc, j'ai pris cette voie, j'ai acheté un appartement en Île-de-France, un grand appartement. Tu as fait de la coloc. Et j'ai fait de la coloc. J'ai coupé l'appartement en 2 au bout d'1 an et demi, et j'ai revendu les 2 séparément, et j'ai fait une plus-value. Mais en fait, une fois que j'avais investi là-dedans, je me suis dit, d'accord, j'ai un avantage fiscal, mais je ne peux pas faire une deuxième opération. On est bloqué. J'ai dit, c'est pas ça que je veux. Donc, j'ai commencé à réfléchir, en fait. Et le point de bascule a mis un petit peu de temps parce que je n'arrivais pas à trouver la solution. Et surtout, je n'arrivais pas à trouver dans les gens que je rencontrais dans tous ces séminaires de la compétence. Des gens assez intéressants pour pouvoir évoquer ce point-là. Les gens n'étaient pas du tout câblés dans cette direction. De séminaire en séminaire, la première étape, ça a été d'être assis un jour à côté de quelqu'un qui avait investi dans une ville de province, à Paimpol, pour être très exact, et qui avait le même revenu que moi en Île-de-France, mais qui avait mis 5 fois moins de capital. Alors là, ça a fait un déclic et je me suis dit, ça ne va pas du tout. Il ne faut pas que je reste en Île-de-France si je veux démarrer quelque chose. Mais je n'ai jamais vécu en Île-de-France, donc je n'ai vécu qu'en Île-de-France, je n'ai jamais vécu en province, donc je me suis dit, comment je vais faire ? Donc en continuant petit à petit, c'est comme ça qu'un jour j'ai rencontré Fouad, et puis on s'est très bien entendu, et petit à petit il m'a apporté en fait un éclairage que je n'avais pas. Donc en réalité, 2 phases dans ta carrière d'investisseuse immobilier.
une phase, on va dire, dogmatique, LMNP, division, colocation, conformiste, que tu as trouvé, t'as bloqué. Et c'est très intéressant parce que les gens ne s'en rendent pas compte quand ils commencent. Et je ne pense pas que tu aies pu t'en rendre compte quand tu as commencé, sinon tu ne l'aurais pas fait. Qu'est-ce qui bloque pour t'empêcher d'aller plus loin? Je pense que c'est clairement mon deuxième point, l'état d'esprit. L'état d'esprit. L'état d'esprit est vital. Alors pourquoi j'ai pu développer cet état d'esprit? J'avais probablement aussi un terrain favorable. Dans le cadre de mon métier de salarié, depuis 20 ans, on m'a toujours confié des missions entre guillemets pilotes. C'est-à-dire que je démarre toujours des projets avec des petites équipes où, à l'intérieur d'un grand groupe, je peux faire un peu ce que je veux. On me donne en fait mon objectif en une phrase, on me donne 2 ans, et puis vogue la galère. Donc j'avais déjà cette volonté d'avancer, de construire, de faire des choses grandes, voilà. Et j'ai souvent réussi. Donc à partir de là, une fois que j'étais lancée dans l'immobilier, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose. Et il ne faut pas hésiter, il faut avoir une vision. Donc l'état d'esprit, ça se décline en plusieurs choses, on aura sans doute l'occasion d'en parler, mais une des premières choses, c'est d'avoir une vision et un objectif très haut. Il faut voir très grand. Alors, très haut et surtout, à mon sens, le plus important, dimensionné à ce que j'appelle le pédigré, en fait, le potentiel. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé en fait, dans nos premiers échanges, ça a été l'inadéquation entre ton potentiel et la direction vers laquelle tu allais. C'est-à-dire que le sous-dimensionnement m'a paru immédiatement comme quelque chose d'évident, dans le sens où partir sur des petits lots, et il n'y a rien de péjoratif, évidemment, je le répète, dans ce que je dis, je parle vraiment d'inadéquation. Je me suis dit, comment est-ce qu'un cadre supérieur bancaire peut-il se diriger en fait vers une stratégie qui est plus orientée vers du petit pouvoir d'achat bancaire, c'est-à-dire du revenu médian, du revenu moyen, et ça a été finalement la conséquence du conformisme à aller sur des niches fiscales, sur des modes d'exploitation agressifs pour aller gagner du rendement. Et donc voilà, donc c'était une petite précision. Moi, d'ailleurs, pardon, oui, je me permets de t'interrompre, Fouad. D'ailleurs, pour ne pas me faire trop peur, la première opération qui m'a présentée, c'était du 0,6. Ma première, moi, personnelle, c'était On parle en millions, oui. C'est 0,6, 600 000 euros pour ceux qui nous écoutent. Et ma première opération que j'avais fait moi-même était à 0,5. Mais dès la deuxième, il est monté à 0,8. Et depuis, il ne fait que au-delà du 1 point. Alors, donc il me donne quelques sueurs froides de temps en temps. Alors, Madeleine m'a dit, je ne veux pas que tu m'apportes d'affaires en dessous d'1 million d'euros, donc je ne suis qu'un exécutant, un porte-valise qui obtempère finalement aux directives. Donc je te propose pas un parking dans un champ en province sur lequel on peut mettre du distributeur. Alors, les parkings, je ne les comptabilise même pas comme un lot. Donc, et c'est intéressant parce que moi, comme on s'est déjà rencontrés, je n'ai jamais fait d'immobilier. Donc j'ai très peur. J'ai pas peur de le dire, que j'ai très peur. Mais Fouad a réussi à me retirer la peur de dire, tiens, je vais commencer par un petit studio et tout ça. Et en réalité, c'est assez marrant parce que je pense qu'il est beaucoup plus simple d'acheter un immeuble que d'acheter un petit studio et que c'est moins risqué en plus. Tout à fait. Parce que tu as l'effet d'échelle qui finalement, un immeuble, c'est une entité. C'est juste la taille, en fait. On ne pense pas le nombre d'appartements dans un immeuble. D'ailleurs, c'est assez drôle. Sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, on ne parle... Les gens disent j'ai 80 appartements, 200 appartements. Enfin, il ne faut pas penser au nombre d'appartements. C'est le lot. L'immeuble est un lot et compte pour un. Ah, donc les gens prennent les appartements et même les places de parking pour compter les lots et grossir leur profil LinkedIn. C'est pour ça que je te dis que le parking n'est pas un lot à mon sens. La cave n'est pas un lot. Ah merde, moi
Donc, je voulais mettre en profil, tu vois. Pour te dire, et c'est une erreur, hein, parfois je ne visite même pas les caves alors qu'il faut absolument les visiter. Je ne considère pas ça comme un lot, même si juridiquement c'en est un. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Madeleine, sur l'immeuble de rapport, surtout, ça te permet d'aller vite par rapport à ton rythme, par rapport à tes impératifs, et surtout ça te permet de garder le contrôle juridique de l'unité. Tu n'as pas de copropriété, tu n'as pas de syndic, c'est toi qui décides tout simplement. Évidemment, il faut que l'achat soit de qualité, il ne faut pas acheter un immeuble en pensant que la toiture est bonne alors qu'elle est mauvaise. Ça demande de procéder à des contrôles en amont, mais en tout cas, tu as le contrôle juridique de direction que tu souhaites donner à ton immeuble de rapport. Donc voilà. Moi, je vais poser 2 questions de débutant. La question de débutant, c'est important, je pense, c'est comment repérer une bonne affaire à distance et comment être sûr que c'est une bonne affaire. Ça peut paraître bête comme question, mais tu as expliqué que tu investissais en province alors que tu n'étais jamais sorti le vrai parisianisme. La province, elle a des qualités, la province. Comment tu fais pour identifier une opportunité, savoir que c'est une bonne opportunité pour taper du 0,8, 1, sans connaître la ville, comment tu as acquis cette compétence, parce que c'est une compétence, pour juger de l'opportunité immobilière? Maintenant, en fait, je regarde la taille de la ville. Donc, ça va être des villes de taille moyenne. Donc, ça va être du Dijon, du Besançon, du Aix-en-Provence. Voilà, c'est des tailles où il y a un petit peu de liquidité du marché, de la fluidité. Parce qu'on pense à l'achat, mais il y a aussi la revente. Et l'autre élément, c'est que je me renseigne en fait sur la région, la dynamique de la région, l'évolution démographique. Si on voit que les statistiques de l'INSEE sont extrêmement riches à ce stade-là, tout est disponible sur Internet. De regarder quels sont les projets au niveau de la région, s'il y a des plans de développement industriel, économique, culturel, quels sont les plus gros industriels. Donc il y a tout un ensemble qui permet de comprendre d'abord si la région est dynamique et si c'est un endroit où j'ai envie d'investir. Et puis après, pour ce qui est de la qualité du bien, clairement, j'ai appris avec Fouad les questions qu'il faut poser. Il a parlé de la toiture, mais il y a aussi le raccordement à l'assainissement. Je te remercie. Que j'ai demandé parce que je ne savais pas ce que c'était. À l'époque, la fosse septique et le tout à l'égout, je ne savais pas ce que c'était. Ça peut coûter très cher. 30-40 000 euros. Ça paraît ridicule, mais sur une opération, j'avais mis cette clause comme systématiquement dans les offres d'achat. Et ma dernière opération, en fait, le tout à l'égout dans une grande ville de plus de 80 000 habitants n'était pas en état. Ça, c'est une petite astuce qu'on peut donner juridiquement, qui est une petite innovation de ma part, très contraignante pour le vendeur. Les offres d'achat, c'est nous qui les faisons, qui les rédigeons. Quand on reçoit un formulaire d'offre d'achat de la part de l'agence immobilière, on ne la prend pas. On a nos propres modèles et on inclut systématiquement, ça va vous permettre de rentabiliser l'écoute du podcast, systématiquement, on inclut une condition qui consiste à dire que l'assainissement devrait être conforme. S'il n'est pas conforme, il sera à la charge exclusive du vendeur. Et donc, ça règle la question et ça se fait au stade de l'offre d'achat. Donc, ça règle une question, une interrogation, un risque important. Et quand on arrive au compromis, on exige, après le compromis, une attestation de conformité de la ville ou d'un opérateur privé type Veolia qui va établir un diagnostic pour nous assurer qu'on est conforme d'un point de vue de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on veut absolument se couvrir sur ce point-là. Et s'il y a une non-conformité, c'est à la charge du vendeur. Je te reprendrai juste sur le terme de rentabiliser les coûts du podcast. Ce podcast est gratuit. Oui, mais le temps d'écoute. Ah. Le temps est l'actif principal que possède un individu. Tu as une question, Hugo? Avant que j'avais une autre question, moi. À partir de quand, et encore c'est le débutant, qui est très excité de commencer, parce que moi je vais commencer l'année prochaine, comme tu le sais, à partir de quand cela devient, comment l'expliquer, cela devient addictif? En fait, dès la première opération. Dès la première opération. Parce que c'est assez magique la première fois qu'on achète un immeuble. On se dit, waouh, j'ai vraiment acheté un immeuble. Et puis on va le voir. Et puis on se dit, c'est à moi ça? En fait non, c'est à la banque, mais c'est quand même à moi. Et
Et il y a quelque chose, c'est un mélange de émotionnel, mais aussi surtout de prendre pleinement conscience du chemin qu'on décide d'entamer. Et là, et c'est vraiment là que, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment réaliser ce que ça voulait dire. Et addictif parce que chaque opération, on peut se dire oui, ça devient ennuyeux, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas une opération qui ressemble à la précédente. C'est d'une diversité, d'une variété absolument incroyable. Il se passe un nombre de choses incroyables entre le moment où on choisit une cible et au moment où on en devient propriétaire. Mais une fois qu'on est propriétaire, on ne s'ennuie pas non plus. Hein. Il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de bonnes ou de mauvaises surprises. Et il faut sans cesse en fait avoir ça à l'esprit. Ce ne sont pas des revenus passifs selon toi? Je sais que tu aimes bien ce point-là. Non, ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, je crois qu'en ayant regardé un petit peu ça de près, c'est la deuxième forme d'enrichissement la plus puissante après l'entrepreneuriat pur. Donc, non, nos locataires payent le capital qu'on a emprunté à la banque, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas passif, ça nécessite une intervention. Alors, ah oui, c'est clair. Je précise permanente. évidemment que tu as un gestionnaire locatif. Oui. Mais en dépit du fait d'avoir un gestionnaire locatif, c'est là où on va flirter de nouveau avec le réalisme. Ça nécessite un engagement, en fait, c'est-à-dire qu'après les acquisitions, il faut s'occuper, il faut administrer son parc immobilier et donc ça nécessite d'interagir régulièrement avec le gestionnaire locatif, donc l'agence immobilière qui va gérer vos biens et traquer les incompétences, être force de proposition, voire donner des consignes, en fait, même si vous avez un professionnel en face de vous de la gestion locative. Il faut savoir que énormément de professionnels de la gestion locative sont de médiocres professionnels. Ça m'embête d'ailleurs de mettre les deux mots professionnel et médiocre dans la même phrase, mais je suis quand même contraint de le faire. Et donc, surveiller son parc immobilier comme le lait sur le feu, parce que derrière, il y a un encours bancaire à rembourser. Et donc, ne faites pas confiance aveugle, on va dire, au gestionnaire locatif et ne pensez pas une seule seconde que l'immobilier, a fortiori pratiqué massivement, est une activité qui va générer des revenus passifs. Ça, c'est totalement faux. Là, on parle d'un patrimoine qui est relativement important, qui est quasiment 5 fois supérieur à la tranche des 1% des Français les plus riches. Donc ça nécessite un engagement post-acquisition, c'est-à-dire qu'après la constitution de son patrimoine, ça nécessite d'être en interaction régulière avec les gens qui s'occupent de son parc. Je ne sais pas si tu confirmes ce point-là, Madeleine, mais j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience à ce niveau-là. Tout à fait. Clairement, l'été dernier, j'avais un gestionnaire sur un immeuble, c'était une catastrophe, ça n'avançait pas, j'avais de la vacance et donc je me suis déplacée pour essayer de comprendre et rencontrer la personne, pour avoir un échange, et j'ai pas mis 5 minutes à me décider qu'il fallait décidément que je change d'agent. Donc j'ai fait pression et j'ai donné 1 mois au propriétaire de l'agence pour lui dire, écoutez, vous me changez de gestionnaire, j'ai un autre immeuble sur lequel j'ai quelqu'un de remarquable, je veux qu'elle gère l'ensemble de mes biens sur cette région-là. Voilà. Donc, ça demande, effectivement, il faut suivre en fait ces éléments. Et puis, il faut, clairement, quand on présente son business plan à la banque, on prévoit des estimatifs. On a un estimatif, un plan de financement et puis des revenus. Il faut continuer à le suivre pour s'assurer que la situation est bonne. Et comme tu le disais, il faut rembourser le prêt. Il faut s'assurer que c'est réaliste parce que ça permet d'ajuster au fur et à mesure et puis ça permet de mieux se positionner sur les opérations suivantes. Très bien. Moi, j'aimerais préciser quelque chose que tu as dit et que les gens ont besoin d'avoir conscience. 60 heures de travail dans la semaine. Oui. On sait déjà que la banque n'est pas la poste. Et 20 heures oui, au moins. De travail sur l'immobilier. Ça, c'est une grande discipline en fait que j'ai acquise. Je me lève tôt le matin, entre 4 et 5 heures. Et j'ai déjà 2 heures chaque jour avant de démarrer ma journée de salarié. Et entre les deux, j'ai 3 enfants et une vie quotidienne et de l'administratif. Et le soir, quand je rentre, j'essaye d'y passer encore un petit peu de temps. Et les week-ends, j'y passe une bonne partie. Donc voilà. Oui, ça demande de l'intensité et de la constance. L'un ne va pas sans l'autre. Donc la semaine de 4 heures, ça n'existe pas. J'adore ce bouquin, mais
Je me suis toujours demandé comment il faisait. C'est du marketing. Ça fait rêver. Oui, c'est une inspiration aussi. C'est une inspiration. Ça aide ça pousse à l'efficience, qui est un mot que Fouad aime beaucoup. Ah, il adore. Non, mais tout à fait. Mais pour revenir à ce que tu dis, Madeleine, en fait, ce qui est intéressant de comprendre, et c'est là que je souhaite qu'on insiste, en fait, c'est que on ne peut pas espérer constituer 5 fois le patrimoine des 1% des Français les plus riches, sachant que la France fait partie du G7 plus 1, donc des 7 ou 8 pays les plus riches du monde. Donc on ne peut pas faire partie de l'élite financière, on va dire, et d'imaginer qu'on va passer 4 heures par semaine pour constituer ce niveau de patrimoine. Et c'est là que la cohérence entre la quantité, l'effort de travail à fournir et l'objectif doit être absolument cohérent, tout simplement. Donc, merci pour ton retour là-dessus. Sur la reconfiguration, ce que j'appelle la reconfiguration du cerveau économique. Il y a aussi toute la notion en fait psychologique sur le changement identitaire dont j'ai parlé. Tu te souviens, un de nos premiers entretiens où tu étais en difficulté sur l'obtention en fait, d'un prêt sur une résidence secondaire. C'était un montant qui me paraissait relativement, aujourd'hui je peux dire qu'il est relativement petit. On parlait je crois de 200 et quelques mille euros, petit par rapport à ce que tu pouvais faire. Et je m'en souviens que tu étais en panique générale parce que tu avais dépassé la date limite sur le compromis, et je t'avais rassuré en te disant, tu sais, mon record personnel, c'est une signature d'acte authentique 1 an après la signature du compromis. Les vendeurs étaient venus chez moi pour savoir ce qui se passait parce que je n'avais pas obtenu le financement. J'avais fait confiance à une banque et avec le cautionnement qui a décidé, parce que j'avais monté une holding, de ne plus se porter garant, et donc ça m'avait mis en difficulté. Et là, aujourd'hui, en termes de prise de risque, en termes de mutation donc psychique, je me dis que l'évolution est quand même énorme, parce que non, on est sur une posture où on est en mesure de mettre en difficulté le vendeur s'il refuse d'obtempérer, par exemple, dans la vente, de s'exécuter dans la vente du bien parce qu'il aurait trouvé un acquéreur à un meilleur prix et qu'on aurait trop bien négocié. Et c'est là que je me dis, ce qui est intéressant, c'est de passer de cet état d'esprit où je suis en panique parce que j'ai un petit peu dépassé les dates du compromis, et aujourd'hui je mets en difficulté, je maîtrise la technique juridique pour être en mesure de réaliser mon projet. Donc voilà, je voulais avoir un peu ton retour là-dessus, sur cette anecdote. Cet exemple que tu prends, je m'en souvenais plus, mais oui, c'est vrai. J'étais vraiment paniquée, j'ai passé un très mauvais mois d'août. Et en fait, je pense que le problème aussi, c'est que c'était de l'affectif. C'était une raison secondaire, donc il y a toujours de l'affectif dedans et c'est jamais bon. Maintenant, c'est vrai, quand je me vois sur la dernière opération sur laquelle je suis en train de travailler, déjà, tu m'as juste envoyé l'information en me disant « Regarde si ça t'intéresse ». Et je me débrouille presque de A à Z. De temps en temps, je te demande un conseil pour valider ou pour préciser un point. Mais effectivement, entre la première opération où tu m'as quand même beaucoup tenu la main et cette anecdote de la résidence secondaire, et aujourd'hui, il y a un monde de différence, c'est certain. Mais ça montre l'évolution, l'évolution dans ton parcours. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. L'objectif du mentorat, sans chercher à faire de la publicité évidemment, moi je cherche à pousser les gens vers l'autonomie. Mon objectif, c'est pas de faire de l'assistanat, mais de pousser l'investisseur vers une posture d'investisseur aguerri et autonome. Et ça, c'est très important, et c'est vrai que c'est marrant parce que je ne fais pas de belles propositions graphiques sur les offres. C'est tiens, il y a l'annonce, les caractéristiques intéressantes, c'est ça, et il faut décider rapidement. C'est-à-dire que la vitesse d'exécution est fondamentale, la vitesse de compréhension de l'opportunité est également fondamentale, et ça c'est également un apprentissage que j'essaye d'inculquer, parce que le fond est plus important que la forme. Pour moi, la forme ne prendra jamais le dessus sur le fond. Le fond reste fondamental, et la consistance même du travail d'investisseur. Je crois que dans un de tes derniers podcasts, tu parlais de coup de fusil.
Tout à fait. C'est une expression que j'aime beaucoup. Et effectivement, quand on tombe sur des opérations exceptionnelles, on se dit, oulala, c'est pas possible, si elle est exceptionnelle, il doit y avoir un loup derrière. Et en fait, non, il y a vraiment des opérations exceptionnelles et il faut savoir, faut aller vite et puis comprendre où sont ces risques. Une fois qu'on a compris où sont ces risques, on se sent beaucoup plus confortable en fait. Parce que finalement, on peut les baliser, ils ne sont pas si importants que ça. Alors, je vais poser une petite question. Vas-y, après j'ai une petite parenthèse, mais je te laisse la parole pour rebondir sur ce que tu as dit. Je vais le dire maintenant si ça ne te dérange pas, Hugo. Si, ça me dérange. Je pense que c'est plus important que ce que tu vas dire. Mais en fait, là, moi je vais dynamiter un autre dogme, une autre idée qui consiste à dire que quand c'est sur le bon coin ou quand c'est sur Se Loger, c'est que l'opportunité n'est pas bonne et en fait que il y a eu un certain nombre de filtres et que c'est pas intéressant. Et ça c'est totalement faux. Je dirais que 95% des opportunités, moi j'ai chassé pour un montant global qui tourne aux alentours de 40 millions d'euros pour les gens que j'ai accompagnés. Et l'écrasante majorité de la chasse immobilière que j'ai pratiquée m'a été fournie par Le Bon Coin et Se Loger. Donc l'idée que si c'est sur Le Bon Coin, c'est mort, c'est totalement faux. Je rebondis je fais le parallèle sur le rachat de sociétés. Alors les gens vont vous expliquer, et ça je l'ai entendu sur une chaîne YouTube qui traite du rachat d'entreprise, mais de façon très marketée. Je ne vais pas citer la chaîne pour pas... Parle de reprise, s'il te plaît, pas de rachat. De reprise, pardon, donc les gens devineront certainement, en expliquant que si l'annonce est sur Fusac, par exemple, c'est que l'affaire est bidon. Moi, je suis en recherche active de rachat de sociétés et j'ai déjà identifié 2 cibles extrêmement intéressantes. Évidemment, il va falloir pousser le niveau d'investigation pour voir de quelle nature exacte l'opportunité est, tout simplement. Et donc, l'idée de les affaires se font exclusivement sur du off-market dans un restaurant entre initiés est une idée qui est totalement fausse. Alors, en matière de rachat de société, je t'ai donné mon avis sur les sites et c'est ça qui est... et tu as souvent des intermédiaires sur ces sites. Alors là, c'est 2 intermédiaires que j'ai en contact, mais le sujet principal, c'est est-ce qu'on peut trouver des affaires sur ces sites ? Tu peux toujours trouver des affaires. Voilà. Ce qui est différent par rapport à l'immobilier, je pense, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, c'est que déjà, sur ces sites, tu arrives après les voies de recours habituelles sur le professionnel, la mise en place par des professionnels. Mais c'est la même chose en immobilier. C'est la même chose. Et tu arrives, et là, sur des dossiers qui sont plus difficiles que l'immobilier, tu vas avoir un prix du mètre carré, tu vas avoir une vision, et tu arrives avec des intermédiaires qui, selon moi, sont une perte de temps. Sans vouloir être péjoratif, tu leur demandes des choses, ils n'ont jamais les informations, alors qu'ils sont payés quand même un sacré montant. Et en fait, c'est quelqu'un dans l'efficience, et j'étais avec toi quand tu as eu la personne au téléphone, c'était hier, oui. Hier, la personne n'avait aucun élément. Tout à fait. Et ça, c'est fatigant. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je préfère. L'argument, si tu veux, l'idée qui est fausse, à mon sens, est qu'il n'est pas possible, ne perdez pas votre temps à aller sur des sites comme Fusac parce qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est ça l'idée. Il faut être ouvert. L'immobilier. Moi, j'ai jamais cherché un bien immobilier. En immobilier, on va te dire que ne perds pas ton temps à aller sur Le Bon Coin. Il n'y a pas d'opportunité. C'est ce qu'on va te dire. Tu vas où? Tu vas dans les agences. Tu vas aller mettre ce que j'appelle la stratégie du tocard, mais ça peut marcher dans des micro-marchés et ça, je la valide. Mais en tout cas, sur des marchés de masse ou quand on est un généraliste comme moi, d'aller déposer ton CV dans toutes les agences immobilières, c'est complètement archaïque et on est à l'inverse de l'efficience. Donc Le Bon Coin est un site extrêmement puissant où tu as un certain nombre d'opportunités. Après, une opportunité, ça se travaille également. Ça se négocie, c'est comme sur Fusac, tu négocies. Tout à fait, et ce que j'achète sur Fusac,
c'est une mise en relation avec, à moi, de présélectionner le dossier. Et de savoir poser les bonnes questions et de savoir investiguer tout simplement. Exactement. Mais voilà, je ne sais plus pourquoi on a digressé. Mais, que tu cherchais sur Le Bon Coin et que tu faisais le lien entre Le Bon Coin et à mon avis, tu voulais dire que les gens pensent que ils ne vont pas sur Le Bon Coin se loger, ils ne vont pas faire cette démarche en pensant qu'ils auront que de la merde. Voilà, c'est exactement ça. Je ne l'aurais pas dit avec ce vocabulaire, mais en tout cas, c'est ça. Je suis désolé. Je suis plus direct sur le... Bon, tu parles de tocards qui vont mettre leur CV. Tocard, c'est pas un vilain mot. Hein. C'est un très gentil mot. La définition du tocard est simplement le fait de miser sur la mauvaise stratégie. Ouais, je pense que ceux qui vont passer dans la rubrique ne seront pas d'accord avec ce mot gentil. Ils n'avaient qu'à mieux écrire, tout simplement. Exactement. Moi, j'aimerais poser une question que tu m'as presque fait oublier. Sur l'investissement, donc tu as acheté des immeubles et tout ça. Comment tu fais? Et c'est l'avis d'un débutant complet, mais à mon avis, la question, tout le monde se la pose. Tu achètes un immeuble, les travaux. Alors, quelle question? Tu me regardes en... Oui. La valorisation des travaux, oui. Trouver par exemple des prestataires dans une ville à distance. Figure-toi qu'elle fait les travaux elle-même. Ça m'étonne pas. Non, pas du tout. Mais ça fait partie du réseau à développer. Comme il faut développer un réseau avec un notaire, avec les agents immobiliers, avec les banquiers, les sociétés de travaux. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut bâtir. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un nombre d'activités autour de l'immobilier, c'est énorme. Et clairement, les travaux sont une très grosse composante parce que c'est souvent, pour mentionner ce que m'a appris Fouad, c'est au moment de l'achat qu'on fait une plus-value sur un bien. Donc il faut pouvoir le négocier à la baisse et en général, il faut que ça inclue des travaux. C'est comme ça qu'on a une marge de discussion. Et comment tu as trouvé les prestataires, les prestataires de confiance, ce réseau? Clairement, Fouad propose des points de contact et puis on essaye. Des partenaires. Voilà. Des partenaires, tout simplement. On a un partenaire qui a énormément travaillé avec nous sur de la maîtrise d'œuvre, qui également construit en ce moment nos futures résidences principales. Et donc, la qualité des partenaires, que ce soit en gestion locative ou sur la maîtrise d'œuvre, est fondamentale. L'investisseur, en fait, intelligent et aguerri, ne doit garder en substance que la valeur ajoutée qu'il va apporter sur l'immobilier et ça se concentre autour de l'achat et de la stratégie principalement. Et une autre question, j'ai beaucoup de questions. Je suis là pour ça, je crois. Ah oui. As-tu eu peur à un moment, à la vue des encours bancaires, parce que tes encours c'est pas, on n'est plus sur le studio LMNP en colocation du début ou la place de parking. Tu as des encours bancaires importants. Tu as des enfants. Est-ce qu'il y a un moment où ça t'a fait peur? Bien sûr que ça m'a fait peur. Et c'est pour ça que je mentionnais que la première opération était à 0,6, la deuxième à 0,8, etc. Je crois que face à la peur, il faut se poser deux questions. La première, c'est j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui va se passer si le risque se matérialise? Et la deuxième question, c'est si je réussis, à quoi ça va ressembler? Et à partir de là, une fois on sait quel est le risque, on fait tout pour le minimiser et il reste raisonnable. Et une des façons de le minimiser, c'est qu'il faut que chaque investissement soit une opération en tant que telle, c'est-à-dire qu'il doit s'autofinancer. Sinon, on va dans le mur. Si on doit commencer à utiliser l'un pour financer l'autre, etc., là, on est mal parti. Donc, il faut vraiment avoir une idée précise de ça. Et ensuite, il faut passer à l'action. Clairement, comme je disais au début, il faut avoir une vision, il faut voir grand. Ça, c'est vital. Mais il faut aussi réaliser que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc, il faut y aller pas à pas et par petites étapes. Donc, c'est une question de benchmark, en fait. Je sais qu'il n'aime pas les anglicismes. Alors, tu es bilingue, tu as la légitimité et l'autorisation de t'exprimer en anglais. Je vais te dire pourquoi il a dit ça, parce qu'il est en train de chercher le mot en français, mais il ne le trouve pas. Absolument pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le point de référence. Le point de référence. De quoi je parlais d'ailleurs? Alors, on parlait de la gestion de la peur, mais je poserai une question à Hugo pour le sonder sur Vas-y. Quelle est la meilleure façon de diminuer le niveau de peur
quand on s'engage dans une pratique intensive en immobilier, puisque l'unité de compte est en minimum centaines de milliers d'euros par opération. Donc je te pose la question, et j'y réfléchi évidemment, et à mon sens, il n'y a qu'une seule façon sur l'aspect psychique de diminuer réellement le niveau de peur. Je me pose la question. Alors moi je dirais que pour moi la peur n'est pas un frein. Et tu le sais, mon ex-employeur utilisait une expression. Il utilisait une double expression que je trouve très vraie. C'est la peur comme moteur. La peur t'oblige à aller de l'avant, t'oblige à faire attention, t'oblige à tout vérifier. Et il disait l'orgueil pour cercueil. Et c'est au moment où tu penses tout maîtriser, que allez, yallah, et que c'est là que le problème arrive. Donc la peur en soi n'est pas... Elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais comment diminuer le niveau, en fait, l'intensité, on va dire, comment diminuer ton niveau de... Pour éviter qu'elle t'immobilise, tu veux dire? Voilà, et ben, comment, parce répondre. que ça, c'est un point récurrent, en fait. La majorité des débutants, et c'est tout à fait légitime, ont peur parce que les montants font peur, et c'est tout à fait normal. Et c'est un engagement de très long terme. Les prêts sont généralement sur 20 ans. Donc, comment, à ton avis, et je vais te répondre après là-dessus, c'est un axe de réflexion que j'ai développé. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est pas bon. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer son niveau d'anxiété, de peur, pour pas que ça devienne anxiogène dans l'avancement dans le déploiement de la stratégie? Alors, et c'est une question entièrement sincère, c'est pas scripté. Moi, je vais te répondre tel que je le pense et ce que je fais, et ce que. Mais ça fait toujours peur. C'est une nouvelle aventure. Ne te justifie pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as toi-même exprimé cette peur, comme moi, j'avais exprimé une peur de la caution solidaire sur le rachat d'entreprise. Donc, je vais te répondre, moi, en me et faisant je vais te dire, accompagner. et je vais te alors, et je fais la démarche. Hein, oui, mais tu vois, moi, j'ai compris aussi en te posant la question pourquoi est-ce que j'avais peur sur le rachat d'entreprise. Donc, non, mais réponds à la question, s'il te plaît. Il faut que tu la reposes parce qu'il essayait de se concentrer. Ah, vas-y. Ouais. Alors, la peur, pour répondre... la peur n'évite pas le danger. Comment on fait pour diminuer le niveau d'intensité de la peur, de l'angoisse, etc. Ah ben, c'est très simple. J'ai déjà rempli mon dossier de surendettement. Alors, tu vas être fiché Banque de France, ça va être très problématique. Sache que je ne suis pas... Le mentorat n'est pas le mentorat Copperfield. Je ne fais pas de magie. Non, moi, la première étape, et c'est pour ça que je demandais à Madeleine le passage à l'autonomie, c'est se faire accompagner. Moi, payer, j'allais dire, payer n'est pas un problème, mais ça fait très prétentieux. Investir. Payer une chasse immobilière est une garantie de ne pas faire l'erreur et d'acheter le bon produit. Et au fur et à mesure, et attention, hein, ça ne va pas être qu'une opération, au fur et à mesure de commencer à regarder, avoir une autonomie, acquérir une expertise, de voir comment cela se passe, pour aller en semi-autonomie dans un premier temps sur des projets, pour ensuite être autonome. Mais pour la peur, de toute façon, quand tu te lances sur une nouvelle activité, quand toi, tu vas reprendre, racheter une société, quand tu vas signer une petite caution solidaire de plusieurs millions d'euros, oui, ça va te faire peur. Alors, tu as en fait, dans ta réponse... il y avait des fragments d'éléments justes, en fait. La réponse, simplement... Tu ne peux pas la maîtriser? Non. La meilleure façon de diminuer sa peur, c'est d'exploser en compétences, c'est tout, de monter en compétences. C'est ce que j'ai dit. Voilà, au début, tu te fais accompagner. Mais toute la logique. Je te faisais de la pub, en plus. Non, c'est pour ça que ce que je disais, en fait, tout simplement, c'est que il y a du vrai dans ce que tu as dit. Tu ne l'as pas formulé de manière suffisamment explicite, mais plus tu monteras en compétences, plus ton niveau de peur diminuera. C'est aussi simple que ça. Et en fait, le fait, justement, alors soit de se faire accompagner, soit de se former. Quand Madeleine passe du temps à faire des lectures, on ne lit pas des romans, nous. Hein. On lit des livres qui nous font progresser. Et le fait de monter en compétences fait que, mécaniquement,
ton niveau d'appréhension de peur va diminuer. Et ça, c'est quelque chose de très simple à comprendre, mais beaucoup de gens refusent, et je fais un parallèle avec un podcast précédent, le fait de faire toujours la même chose, d'être fermé dans de la location meublée non professionnelle, dans de la colocation, de la LCD, t'empêche de monter en compétences professionnelles. Quand tu montes en compétences professionnelles, et notamment sur les compétences comportementales qui relèvent de l'entrepreneuriat, eh bien, ton niveau de peur diminue parce que tu montes en compétences. Et la relation, elle est aussi simple que ça. Voilà, c'était une parenthèse, mais en tout cas, grande la parenthèse. Une grande parenthèse, mais qui est fondamentale parce que vraiment, je l'observe énormément, à juste titre, de débutants ont peur. Ah, mais je vais te dire une chose. Je trouve que c'est très bien d'avoir peur. Et c'est pas pour reprendre la phrase. C'est sain. C'est très sain. Parce que ça t'oblige, justement, c'est la peur qui te fait monter en compétence. Alors, oui et non. Tu as des gens qui ont peur et... qui sont paralysés par voilà, qui ne font rien. Tu as des gens qui ont peur et qui vont passer à l'action, mais il n'y aura pas d'évolution dans la compétence parce que la stratégie, la montée en puissance sur la compétence ne sera pas là parce que la stratégie ne sera pas bonne. Donc ça demande de quelle connaissance on parle en fait. Et il y a la dimension psychique qui est fondamentale, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que tout est dans la tête, mais parce qu'il y a quand même de la technique, mais le fait de sortir des sentiers battus, le fait de monter en compétence, d'aller chercher de la diversification fait que ton niveau d'appréhension de peur diminue. Aujourd'hui, Madeleine n'a plus peur d'aller au contact, au front. Alors c'est un champ lexical un peu martial, mais elle n'a pas peur d'aller au front se bastonner sur une affaire soit avec de la concurrence, soit avec le notaire du vendeur qui n'est pas forcément compétent, le vendeur lui-même, etc., etc. Et donc cette notion de peur est une notion qui est fondamentale. Je dirais que derrière ton mot compétence, moi je mets 3 choses. Je mets la compétence technique, donc effectivement monter en gamme, savoir de quoi on parle, de qui on parle. Je dirais aussi l'état d'esprit, dont on a beaucoup parlé. Et le 3e élément, c'est que derrière la peur, il y a du risque. Et donc, il faut comprendre son risque. Donc, c'est une analyse du risque. De comprendre ces 3 éléments-là permet de monter en compétence. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu vois, c'est très, très intéressant ce que tu dis parce que moi, tu sais que j'aime aller dans le détail des mécanismes et tu as dit comprendre son risque. Première distinction que j'avais fait en mastermind psychologie de l'entrepreneuriat, ne pas confondre l'acceptation, la prise de risque et l'amour du risque. C'est 2 notions, 2 comportements, 2 attitudes qui sont totalement différentes. Je vais donner un exemple précis et je vais le partager. Ça te concerne, mais il n'y a rien de... comment dirais-je, je ne vais pas violer de confidentialité, mais est-ce que tu t'en rappelles sur l'immeuble où on était sur un plan de financement à 1 million d'euros, où on était en forte concurrence et qu'on avait une opportunité qui était extrêmement rare, immeuble en pierre de taille, hypercentre d'une ville de plus de 100 000 habitants, une agglomération de 250 000 habitants. Et là, je t'ai dit, mais tu as décidé en connaissance de cause, il va falloir faire sauter la condition suspensive d'obtention de financement, c'est-à-dire qu'on va se positionner sans filet de sécurité en cas de refus bancaire. Il va falloir que tu achètes, tu seras dans cette obligation légale. Je m'en souviens très bien. Voilà, et donc tu as pris ton risque. Nous avons utilisé cette technique pour neutraliser la concurrence, mais tu as compris, tu as mesuré ton risque. Tu as compris ton risque, parce que ne pas comprendre le risque qu'on est en train de prendre, ça relève de la folie ou de l'inconscience. Tu as compris ton risque et tu as décidé de prendre ce risque. Ça venait après l'histoire de la résidence secondaire. Donc je montais en gamme, donc j'étais prêt à prendre ce risque en fait. Et ça t'a fait quoi? J'allais dire quelque chose qui n'est pas très poli. Non mais... J'ai serré les fesses. Je me suis dit, une fois de plus, toujours la même chose, l'équation, quel est mon risque? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif et quel est le bénéfice si je gagne avec cette clause-là? Et 3, passons à l'action. Et le risque, écoute, je revenais à l'histoire de la résidence secondaire. J'ai pas de financement, on va faire patienter le vendeur. Comme de toute façon, il aura déjà signé le compromis, il patientera quelques semaines de plus. Et la clause pénale des 10%, quand tu signes un compromis,
et que tu vas renoncer à la condition suspensive d'obtention de financement, si tu n'honores pas ton engagement, tu risques 10% de pénalité finalement. Il faut savoir que le vendeur devrait aller au tribunal, donc ça prendra un certain temps. Et nous, parmi les techniques, alors je ne sais plus sur cet immeuble si ça avait été le cas, on refuse stratégiquement de verser un séquestre. Et donc, oui, c'était le cas. Donc c'était le cas, il n'y avait pas de séquestre. Non, pas de Donc séquestre. ça veut dire que déjà, il n'y avait rien à récupérer dans l'immédiat en cas de défaillance de l'acquéreur. Donc ça a été une manière aussi de limiter le risque sur une prise de risque relativement en an, parce qu'aller se positionner sur une affaire à 1 million d'euros en renonçant à la condition suspensive de financement, sachant qu'évidemment, je le précise, tu n'avais pas les fonds propres, ça c'est de l'audace stratégique en fait, tout simplement. C'était quand même ma 3e opération, hein. Donc la barre montait très vite en fait. Donc c'est à ça que je dois m'attendre. Voilà, et c'est sur cette opération-là où j'ai dû faire 13 banques. 13 banques. Oui. Et là, mais Sachant que je n'avais pas la condition suspensive de financement. et donc ça t'a. On se démène dans ces cas-là. Ça a été un moteur. Ah oui, c'était un moteur incroyable. Moi, c'est là que j'ai vu la détermination en fait. C'est pour ça que je ne veux pas en fait, et ça dépend de l'intelligence de l'auditoire en fait, de l'audience. Je ne veux pas qu'on pense qu'on fait de la littérature, même si c'est important que ce soit de la sémantique. Mais le fait de se dire que l'investisseur est déterminé, qu'il a un niveau de persévérance qui est strictement supérieur à la moyenne. Et là, on est dans une autre notion qui est fondamentale, la notion d'antifragilité, parce que ça demande finalement, adopter cette posture, cette prise de risque, ça demande de renforcer finalement, d'épaissir son cuir et d'être dans l'amélioration constante de son état d'esprit, de son état psychique, et donc être en capacité d'utiliser des techniques, je ne vais pas dire violentes, mais les premières fois, c'est quand même dur de se dire si ça capote, j'ai contractuellement l'obligation d'aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, cette notion d'antifragilité, qui est un renforcement de la position, de ta capacité finalement à absorber les chocs, à prendre des risques. J'ai trouvé ça vraiment remarquable. Ce jour-là, je me suis dit, elle est déterminée, elle est persévérante, elle a compris ce que c'était que prendre un risque entrepreneurial, tout simplement. Tu penses que c'était un test ou vraiment une opportunité de marché? Non, je pense que c'était non, clairement une opportunité mais de je ne marché. sais pas. Non, D'ailleurs, c'est c'est une de tes plus belles pièces d'un point de vue patrimonial. tout à fait. Presque. Ah oui, il y a le chef-d'œuvre qui date du XVIe siècle, mais Voilà. c'est alors, pour le coup, deux styles celui-là- différents. Celui-là, le chef-d'œuvre du XVIe siècle, il m'a fallu 1 an pour signer la vente, mais ça, c'était de mon fait, parce que la masse des travaux qu'il y avait, j'avais une fente dans l'immeuble qui allait de la cheminée au rez-de-chaussée, et il y a 4 étages. Ah, tu parles de celui-ci, je parlais de l'autre. Moi, je parlais pas de celui-ci. Je parlais de celui-là. Il y en Non. a tellement. Je parlais de celui qui est proche de la frontière suisse. Ah. Celui-ci est absolument Oui. sublime. Avec, Il est magnifique, oui, avec une façade tout à fait unique. Ouais. Je vais devoir travailler jusqu'à la fin de l'année parce que. Non, mais c'est la force de Fouad, c'est qu'en fait, quand il fait sa chasse, je pense que quelque part, il se fait plaisir aussi. C'est-à-dire que quand il voit la personnalité, il se dit, ce bien-là, ça va bien lui convenir, ça va lui plaire. Et c'est vrai que moi, il y a cet aspect que j'aime dans l'immobilier, c'est quand je récupère des bâtiments anciens, je me dis, je concours au maintien ou à la rénovation d'un bien qui a une vraie histoire, qui parfois est classé. Et c'est voilà, je trouve qu'il y a une vraie dimension aussi. Ça fait partie des éléments. Cette peur, il va falloir que je me prépare à l'apprivoiser. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu es en sécurité. Autre question, moi, justement, ce qui me parle dans ton parcours, sur un concept que je trouve extrêmement intéressant et qui fait la différence entre deux investisseurs, c'est la notion d'endurance entrepreneuriale. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est naturel chez toi ou si c'est le fruit de ta capacité à travailler depuis un certain nombre d'années, mais je trouve que tu es hyper endurante d'un point de vue entrepreneurial. Tu as cette régularité, cette consistance, cette capacité à persévérer. On a même parlé d'antifragilité, mais en tout cas, ton endurance entrepreneuriale
est clairement un avantage compétitif. Si je compare avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, et évidemment, je ne fais pas de hiérarchie ou de classement, là n'est pas le propos, mais en tout cas, ce qui en ressort de ta personnalité, dans ton parcours, je trouve, et c'est une des caractéristiques qui me définit également, tu as une endurance entrepreneuriale qui est très élevée. Je ne t'ai jamais entendu une seule fois te plaindre. Petite anecdote, puisqu'on est dans les anecdotes. Quand j'étais enfant, dans le système éducatif français, on me disait que j'étais une enfant moyenne, qui avait besoin de beaucoup travailler pour réussir. Donc c'était assez négatif comme connotation. C'est clairement un de mes talents. Et en fait, en le développant avec les années, je me suis rendu compte que le côté péjoratif n'existe pas, c'est une force. Et il vaut mieux développer ses forces que d'essayer de réduire ses faiblesses quand on veut vivre une grande vie, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'était une petite anecdote. Si, ça répond à ma question et je te confirme que c'est une qualité parce que sans endurance entrepreneuriale, finalement, à la clé, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'abandon. Autre thématique qui est très importante, à mon sens, je trouve que quand je dis que je ne t'ai jamais entendu te plaindre, tu as également ce que j'appelle la patience stratégique. Il s'agit d'être patient, mais de ne pas être patient en se tournant les pouces, c'est-à-dire que je suis patient. J'ai entrepris des démarches, des positionnements, des actions stratégiques, mais je suis patient parce que intrinsèquement, l'immobilier est une activité à très forte inertie. Et c'est ça que j'aime. Je pense que c'est un des éléments. Je sais que c'est une question que tu vas vouloir me poser, mais j'anticipe la réponse. Pourquoi l'immobilier ? Pourquoi j'aime ça ? C'est un des éléments. C'est que j'aime en fait ce temps un peu long. Ça me laisse le temps de la réflexion. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que l'inertie, c'est quelque chose qui est fortement critiqué en fait. Et l'inertie de l'immobilier, c'est quelque chose qui dérange fondamentalement la majorité des investisseurs. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté, de l'instantanéité. Et donc, c'est marrant quand même. Je trouve que la posture est quand même... c'est très intéressant de dire que j'aime l'inertie que procure l'immobilier parce que c'est un discours qui est à l'opposé, en fait, qui est diamétralement opposé à ce qu'on entend très régulièrement, ça ne va pas assez vite, je veux tout de suite, je veux les millions maintenant, etc. etc. Et pour être très honnête avec toi, moi-même, alors je suis extrêmement patient d'un point de vue stratégique, mais moi-même, il m'arrive de me dire... ça va pas assez vite, c'est plutôt les projets de promotion. J'ai 2 promotions, j'en avais une 3e mais que j'ai dû abandonner suite à des difficultés, on va dire, mettre en stand-by par rapport à des difficultés avec le voisinage. Mais en tout cas, moi-même, je me dis parfois, ça va pas assez vite. Et c'est marrant d'entendre ta position qui est très intéressante. Finalement, tu te nourris de l'inertie de l'immobilier pour progresser intellectuellement, professionnellement, etc. Moi, je ferai attention avec ce mot inertie. Parce qu'on a dit depuis le début qu'il se passait toujours quelque chose et qu'il fallait toujours surveiller l'immobilier comme le lait sur le feu. Donc l'inertie, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est juste que pour pouvoir avancer à chaque étape, il faut remplir un certain nombre de conditions et un certain nombre d'étapes auxquelles on ne peut pas échapper. Donc il y a une sorte d'enchaînement. Ça ne se fait pas en 5 minutes de signer un compromis. C'est quand on achète un fonds de commerce ou quand on achète un immeuble, qui souvent comprend un fonds de commerce, il peut y avoir des lenteurs qu'on ne maîtrise pas, mais qu'en même temps, il faut mesurer. Donc, il faut pas lâcher le notaire, il ne faut pas lâcher le vendeur. Donc, l'inertie, il faut faire attention. En fait. Mais c'est ce que j'appelle l'inertie. Alors, pour repréciser ce que j'appelle l'inertie, c'est la durée d'exécution, de réalisation d'un projet est extrêmement longue parce que tu as un certain nombre d'intervenants sur l'opération qui fait que c'est long. Mais par définition, l'immobilier est une activité de très long terme. Le prêt se rembourse en général sur 2 décennies. Un compromis pour être rédigé par un notaire, pas par un charlatan qui fait de la transaction immobilière et qui rédige des compromis, ça prend
entre 1 et 2 mois pour avoir toutes les pièces du dossier. La banque, ça prend 2, 3, voire 4 mois, etc., etc. Et donc, la recherche et la saisie de l'opportunité, ça prend éventuellement plusieurs mois. Donc, c'est ce que j'appelle l'inertie. Finalement, ça peut prendre une année pour réaliser une opération, d'où l'intérêt d'être en capacité de mener une multitude de projets pour pouvoir avancer un petit peu plus vite que la moyenne. Une multitude de projets en parallèle. Je regarde Hugo qui commence à s'inquiéter. Non, oui, effectivement, non, moi j'aime c'est une multitude d'opérations en parallèle. Ah mais moi ça me... Alors, je vais dire, moi ce qui m'inquiète le plus au jour d'aujourd'hui, c'est que pour suivre la stratégie, c'est des chiffres qui doivent venir de mon activité. Je me suis fixé des objectifs assez hauts. Techniquement, si j'atteins ces objectifs, je ne me fais pas de soucis. Mais il faut que je les atteigne. C'est pas tellement l'inertie. L'inertie, il faut aussi en tenir compte. Je vais faire peut-être une métaphore, et à vous de me reprendre si elle est complètement hors sujet, de dire que l'immobilier, ça peut être comme un bateau. Ça veut dire que ça prend du temps à démarrer, on va devoir y mettre de la force, et pour bouger, et c'est très marrant, pour bouger un bateau, généralement on a l'hélice qui est associée au gouvernail sur les bateaux à moteur. C'est-à-dire que pour garder de la direction, il faut toujours mettre de la puissance pour pouvoir manœuvrer. Si on coupe le moteur, on va se planter. Mais par contre, la moindre erreur, si on a mal calculé, si on n'a pas pris en compte certaines choses, arrêter un bateau, c'est aussi très long. C'est-à-dire qu'il faut prévoir cette inertie, en avoir conscience pour éviter les erreurs. Mais que pour avancer, il va toujours falloir mettre de l'énergie. Mais en même temps, ça laisse le temps de la réflexion. Et ça, je trouve que, en tout cas, ça me convient bien. Ah non, mais moi, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, que ce soit en tant que salarié ou en tant que... J'aime pas le terme entrepreneur, en tant que fils aussi. Tu as baigné oui. dans un milieu d'entrepreneurs aussi. Oui, mais j'ai baigné dans un milieu d'entrepreneurs qui voulait tout faire pour que je sois salarié. Mais ce qui est un avantage quelque part. C'est différent parce que ça a été l'entrepreneuriat, au lieu de le présenter comme une force, il disait tout le temps vaut mieux être salarié aujourd'hui. Ce qui n'est pas tellement faux par rapport à toutes les emmerdes du patron de petite PME. Père n'était pas Bernard Arnault. Être sur une petite structure aujourd'hui, comme sur du petit bien immobilier, c'est plus emmerdant qu'avoir une grosse structure. Et c'est ce que je disais tu avais participé à la fin du mastermind que j'avais animé à Paris. J'avais dit que paradoxalement, sur une entreprise, moi j'ai fait les 3 formats, 3 employés, 60 employés, 250 employés, 3 pays différents. Et paradoxalement, on se dit, 250 employés, mais comment je vais faire ? Et en fait, c'est ça qui paraît le plus bizarre, c'est que c'était moins énergivore de gérer 250 employés que 3 salariés où tu devais faire du babysitting. Oui, parce que 250, tu as probablement 3 ou 4 personnes sur lesquelles tu t'appuies qui vont faire tourner les 250, alors que quand tu en as 6, tu les assises en direct. Voilà, c'est du babysitting. Ouais. Et une fois que tu les as fait monter en compétences, ils se barrent. Pour revenir à l'inertie, Fouad, je dirais oui, il y a tout ce qu'on a dit est exact. Après, en même temps, le fait qu'on fasse plusieurs opérations en parallèle, aujourd'hui, je me trouve dans cette situation au bout de 4 ans. Et 4 ans, finalement, c'est très court. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Alors, le mot inertie, c'est aussi une constatation. En fait, comprendre d'abord que l'immobilier relève du temps long, relève de l'inertie, c'est-à-dire que réaliser des opérations, ça prend du temps. Quand tu utilises l'expression finalement faire plusieurs opérations, il faut comprendre simplement que si 2 opportunités de qualité se présentent en même temps, on les saisit toutes les 2 et simplement on va aller chercher la faisabilité pour pouvoir en fait faire augmenter son patrimoine, parce que on a acté le fait que l'inertie fera que si on attend de faire une opération après une autre, à condition évidemment d'être formé et d'avoir la capacité à exécuter ce type d'opération, composée avec l'inertie, ça nécessite finalement, en fonction de ses objectifs, d'être en capacité de traiter plusieurs opérations. Et il y a l'aspect notamment promotion immobilière ou
activité marchand de biens, mais ça concerne plus la promotion immobilière, ce que j'appelle la petite promotion immobilière, sur la construction de villas, par exemple. Eh bien là, tu as un niveau d'inertie qui est encore plus élevé, je trouve, parce que on parle d'un processus entre la recherche de l'opportunité ou la présentation de l'opportunité et la livraison du produit. On parle de 36 mois. Donc voilà, donc ça c'est important d'acter, de comprendre le caractère, l'inertie sur la discipline et d'adapter finalement sa vitesse d'exécution en fonction de ses objectifs et en fonction de l'inertie. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais une autre question peut-être. J'ai une question, parce qu'il faut préciser que l'élève a dépassé le maître, ce qui signifie que la qualité du maître. Tout à fait, et ça j'en suis extrêmement fier. Je ne mets pas d'ego moi dans mon accompagnement. Par toi à te faire dépasser une deuxième fois? Non, parce que moi... Merci, l'encouragement. Non, mais ce qui m'intéresse... alors, je ne fais pas la course parce que... nous sommes dans un temps long. Hein. Alors, nous sommes dans un temps long et il y a aussi quelque chose... Bon, moi, je n'ai pas été accompagné. Et surtout, j'ai pu bâtir, en fait, mon patrimoine immobilier avec un salaire. Et ce n'est pas pour dévaloriser ce que tu as fait, mais on a parlé de scoring de plus et de moins. Donc, il y a du plus et du moins de mon côté, mais j'ai monté un patrimoine relativement important avec un salaire de 3 000 €, ce qui est une petite performance. Alors, 3 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas un salaire extraordinaire. Et donc, l'objectif pour moi, évidemment, ce n'est pas de faire la course avec les autres, c'est de réaliser ses propres objectifs et ses propres rêves. Alors, dans un souci de transparence, tu as parlé d'un salaire de 3 000 € qui était en 2017-2018. Alors, de 2017 à 2022, puisque j'ai changé alors, j'ai pivoté ou j'ai fait évoluer ma stratégie. Maintenant, je suis plus sur les financements de professionnels qui ne prennent plus du tout les mêmes caractéristiques que sur l'aspect financement particulier. Pour l'actualiser, c'était dans un souci d'actualisation, 3 000 € quand tu l'as mis en place aujourd'hui, c'est quoi selon toi? Alors, 3 000 €, c'était pendant l'open bar, on va dire, l'âge d'or du financement immobilier, hein, qui est pas mort, mais on n'est plus sur les mêmes taux d'intérêt. On n'est plus sur. Aujourd'hui, on est dans un environnement où règne une forme de rationnement du crédit, une espèce de loi martiale qui descend tout droit de la Banque de France et de son bras armé, le HCSF, donc le Haut Conseil à la stabilité financière. Aujourd'hui, pour moi. Je le connaissais déjà. Après, il y a eu un petit couac hier, mais je sais. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est 5 000 €. 5 000 €. Je suis navré parce que je n'ai pas envie de décourager des gens qui ont faim, mais je parle toujours de salaire peut-être optimal, comme je parle en introduction de capital optimal, hein, de la magnifique position du Vachier. Je vous invite à regarder ce que c'est si vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, 5 000 €, ça me paraît être un salaire optimal pour faire partie de la catégorie d'emprunteurs bankable. Alors pour le coup, j'utilise un mot anglais. Alors je ne sais pas ce qu'on pourrait dire en français pour bancarisable, attractif ou bankable, on va dire. Donc 5 000 €. Tu vois, c'est une bonne question ce que tu poses, parce que tu poses une bonne question, parce que l'idée de rester dans une forme d'honnêteté intellectuelle, en évitant de vendre du rêve, en disant c'est facile, tout le monde peut le faire, pied du survivant, etc. Tout le monde peut faire la même chose que Madeleine. Non, je ne pense pas que tout le monde puisse faire la même chose, à condition d'être en capacité d'avoir un profil bancaire attractif, d'avoir un niveau d'engagement fort, d'épouser toutes les compétences comportementales nécessaires à la réalisation d'un objectif qui est relativement élevé au vu des statistiques sur la richesse des Français que j'ai citées précédemment. Donc c'est possible, évidemment. Tout le monde ne peut pas le faire, mais les investisseurs qui s'en donnent les moyens peuvent escompter, réaliser des performances similaires. C'est tout à fait possible, évidemment. Et ce que je voulais demander à Madeleine, il me semble que tu as participé à de la formation infopreneur, c'est-à-dire de la vente de formation, des séminaires sur l'immobilier. Donc tu as été confronté aux deux contenus. Le contenu qui fonctionne, puisque tu as du résultat. Et de l'autre côté, tu as été confronté également au contenu qui fait beaucoup plus rêver,
qui fait beaucoup plus rêver sur le papier, mais par contre, qui, lorsqu'il est mis en place, ne fonctionne pas. Selon toi, dans le discours ambiant immobilier, que ce soit les séminaires à l'époque, ça n'a pas trop changé, hein, je te rassure, hein, aujourd'hui c'est les mêmes discours, notamment aller acheter des immeubles de rapport dans des villes de 250 habitants. Qu'est-ce qui manque réellement dans le contenu immobilier avec le recul que tu as aujourd'hui, en ayant eu les deux techniques? Qu'est-ce qui manque à la masse pour réellement atteindre des objectifs dignes de ce nom en immobilier? Je crains malheureusement que ça soit très simple. La volonté. La volonté? Oui. C'est-à-dire que quand on voit, en fait, on a beaucoup échangé avec Fouad là-dessus, pour justement sur ce point, cette question que tu poses, en se demandant, en fait, en regardant avec du recul ces séminaires auxquels je suis allée, mais auxquels Fouad y est allé aussi. Je le reconnais. C'est pénalement répréhensible. Non, moi j'ai assisté à 3 séminaires, dont un où j'ai demandé le remboursement parce que le niveau de médiocrité était beaucoup trop important. En fait, quand on y va la première fois, on a l'impression de tout découvrir. Mais moi, après, j'avais plein de questions, et beaucoup de questions. Et ils n'apportent aucune réponse. D'ailleurs, il n'y a pas de service après-vente. Et en fait, quand on regarde avec le recul, ces séminaires s'adressent toujours à des débutants. Ils ne s'intéressent pas de savoir si le débutant va se développer et va réussir. Ça ne les intéresse pas, c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de vendre du rêve. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est sincère. Et c'est exactement ça. Après, pour rester dans la nuance... Oui, excuse-moi, je suis un peu direct. Non, mais moi je respecte fondamentalement ta pensée. Mais aucun nom a été cité. Voilà, non, mais on n'est pas là pour citer des noms. Il y a un séminaire qui est très connu. Moi, j'y ai participé, et Madeleine également. Et là, il y a quelque chose que tu ne peux pas enlever à ce séminaire qui relève, si tu es honnête intellectuellement, c'est un séminaire qui provoque en fait un déclic colossal qui est une espèce de catalyseur en fait. Et là, pour moi, tu en as pour ton argent. Par contre, toi, tu as parlé de formation en ligne. Et là, on est dans un domaine que je maîtrise parfaitement. Je ne fais pas de formation en ligne, mais en tout cas, je suis en capacité de déceler ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et là, le séminaire, pour moi, dont on parle, tu en as pour ton argent, c'est un déclic, un catalyseur, un détonateur, ce que tu veux. Par contre, là où il y a, on va dire, malhonnêteté intellectuelle, les stratégies proposées dans la plupart des formations immobilières qui vendent l'indépendance financière, pour moi, là, on est sur de la malhonnêteté intellectuelle parce que les stratégies ne fonctionnent pas, tout simplement. Tu n'as pas d'accompagnement, tu n'as pas les bonnes stratégies. Ces formations, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, sont biaisées au sens dogmatique du terme, au sens fiscal, au sens de l'exploitation commerciale du bien, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique parce que ces formations ont attiré des dizaines de milliers de personnes et ce n'est pas une façon de parler. Le leader du marché s'en vante sur Internet, en a vendu 20 000. Et avec ses compères, je pense que c'est même peut-être plusieurs centaines de milliers de formations vendues. Quand tu regardes les statistiques. J'écoutais sur la radio une émission qui n'était pas tout à fait liée à l'investissement immobilier, qui parlait du crédit bancaire et qui expliquait, c'était la semaine dernière je crois, qui expliquait qu'en fait au moment où le crédit était presque gratuit, on a vu l'arrivée en masse d'investisseurs locatifs et qu'il y a eu une augmentation de plus de 30% des investisseurs sur le marché. Oui, tout à fait. J'avais donné la statistique. En fait, 30%, on est passé de 10 à 30%, la part des investisseurs dans les transactions immobilières en France. Et donc, sur 1 million de transactions, on est passé de 100 000 à 300 000. Donc je disais, en fait, le problème, c'est que être un catalyseur, c'est très bien. Quelques centaines d'euros. Ça a fonctionné sur moi. Ça a fonctionné sur moi aussi. Voilà, ça c'est très bien. Et cette personne, je trouve que sur ce séminaire, fait le job. Maintenant... faisait le job. Alors elle le fait toujours, je parle sur ce séminaire, elle le fait toujours parce que c'est là aussi... C'est son talent. Voilà, son talent. Il ne faut pas confondre un séminaire, un mastermind, une formation en ligne, c'est différent. Et là, pour le coup, si on part sur d'autres formats proposés par cet individu, là, on est sur quelque chose qui est totalement inadmissible et évidemment, sur ce type de programme, tu n'auras aucun résultat.
Donc voilà, c'était la nuance à apporter pour faire dans la dentelle et pas être dans la malhonnêteté intellectuelle. Moi, j'avais fait une vidéo sur la chaîne YouTube, donc je peux en faire la référence, où j'avais pris 2 grands noms du web entrepreneuriat français dans l'immobilier. Les noms étaient publics, donc je vais les utiliser. C'était Cédric Anissette et Christopher Van Gen, qui sont les 2 poids lourds de la formation. Et j'avais fait plusieurs contenus sur Cédric Anissette, sur la réflexion, parce que j'avais eu des clients. Et j'avais dit qu'en fait, ces gens-là n'étaient pas là pour apporter en soi une expertise, mais apporter un déclic. Et que c'est le déclic qui est en réalité le plus important. Et que donc, en ayant ce déclic, tu n'aurais pas eu ce déclic, tu ne l'aurais jamais fait. Je n'aurais jamais fait de LMNP, non. Oui, et ça permet d'avoir, ça permet de rendre à César ce qui est à César. Et on parlait de reprise d'entreprise. Ces gens-là ont également, ils vendent pas la reprise d'entreprise, ils vendent le crédit vendeur, le 100% crédit vendeur. En réalité, ils ont fait un déclic où ils ont intéressé les gens à ce type d'industrie et ont éduqué cette industrie. Oui, parce qu'ils sont partis de zéro. C'était très intéressant finalement. Avec un peu de recul. Après, c'est très facile pour des experts, sans me prétendre expert, où c'est très facile d'arriver et de professionnaliser ce domaine, parce que les gens qui suivent cette stratégie du 100% crédit vendeur, déjà, elles y passent énormément de temps. Deuxièmement, je ne sais pas si elles ont énormément de résultats. Et alors qu'en réalité, c'est un manque de compétences, et c'est pas un manque de compétences, excusez-moi, c'est un manque de vision et de possibilités, de savoir que ça existe. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, on est toujours dans le biais du survivant, en disant finalement, quand tu veux ratisser très très large, elle est là la problématique. C'est-à-dire que quand tu veux ratisser très très large sur la vente de ton produit d'information, eh bien tu as quasiment l'obligation commerciale de dire que c'est facile, que c'est pour tout le monde. Or, dans les faits, quand tu vas solliciter des gérants de société, en fait, des propriétaires de société, en leur disant tiens, je te prends ta boîte et un crédit vendeur et 100 balais un mars, évidemment, là, tu te rends compte que la réalité va s'exprimer en te disant, finalement, pour le coup, je vais utiliser un mot anglais, fuck. C'est-à-dire que tu n'auras pas la possibilité de venir récupérer une pépite en disant je veux le beurre, l'argent du beurre. Et en plus, c'est toi qui prendras les risques, toi, vendeur, etc. Mais là, il y a aussi quelque chose, un critère que je souhaitais introduire, qui est fondamental. Moi, je suis très attaché à l'esprit critique, la personnalité. On en avait parlé, tu sais, sur le fait que beaucoup de gens, je trouve, n'ont pas de personnalité suffisamment développer un esprit critique suffisamment aiguisé pour pouvoir penser par eux-mêmes, et ça c'est très problématique. Tu as la notion en fait en psychologie, ce qu'on appelle la suspension du jugement. En fait, la suspension du jugement, ça consiste à un moment donné de te dire là j'ai une information qui est nouvelle, stop. Je vais réfléchir, me poser la question de savoir si c'est réalisable, si c'est crédible, etc., etc. Et donc, moi-même, sur cette partie de full crédit vendeur, open bar, etc., etc., je suis tombé dans le piège spontanément. Là, ça, c'est le traitement de l'information immédiatement que tu reçois. Ça te paraît incroyable. Mais quand tu procèdes à la suspension de jugement en te disant, tiens, je vais prendre un temps d'arrêt, je vais réfléchir à la question, essayer de penser par moi-même en me disant, je cherche une entreprise saine et rentable. Et en plus, avec des critères, alors c'est pas excessivement élevé, mais en tout cas de dire, tiens, je cherche une société avec un excédent brut d'exploitation d'1,5, voire plus. Est-ce qu'aujourd'hui, une société qui fonctionne très bien, est-ce que c'est une société qu'on peut acheter en crédit vendeur? Et la réponse en crédit vendeur total me paraît être non. Tout simplement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais focaliser sa stratégie sur du 100% crédit vendeur, est-ce que finalement, tu n'es pas contraint à acheter que des canards boiteux ou des boîtes qui vont te condamner à une forme d'esclavagisme dans le présentiel? En parlant d'une chose où vous en avez été
Fouad a été témoin sur le premier mastermind qu'il avait fait sur la psychologie de l'entrepreneuriat où tu n'étais pas présent, Madeleine. Il y avait, tu sais, la personne dans ton mastermind qui voulait un salon de coiffure. Oui. Et ce salon qui était intéressé par reprendre un salon de coiffure et les murs du salon de coiffure. Il y avait des très beaux chiffres. Excellents chiffres, oui. Excellents chiffres. Et la première chose que j'ai dit, ils auraient accepté peut-être un crédit vendeur parce que le mec voulait s'en débarrasser. Et au dernier mastermind qu'on a fait, elle est venue dire « Heureusement que je n'ai pas fait cette opération parce que la personne s'est barrée. » Donc elle se serait retrouvée... L'élément central, en fait. L'élément central. La responsable du salon est partie. Évidemment, là, ça pose... il y a un vide sur le management. Et donc là, c'est très problématique parce que le vendeur n'est pas coiffeur, en fait. Il a hérité du salon suite au décès de son épouse. Et là, ça te pousse sur des opérations comme ça où tu vas prendre énormément de risques. Énormément de risques. Et même si ça paraît... Et c'est là que je trouve ça très vicieux en soi, c'est qu'on n'a pas la sensation du risque. Puisqu'on ne paye pas, vu qu'on n'a pas... Quand tu fais de l'immobilier, tu as la peur parce que tu as... On ne parle pas des faiblesses du projet, en fait. Dans le SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité, on va te parler que de l'opportunité, mais on ne te parle pas des menaces et encore moins des faiblesses. Et ça, c'est problématique. Ouais, et là, quand tu es en full crédit vendeur, tu n'as pas peur. Et la question de la suspension du jugement, c'est très intéressant parce que tu t'es fait avoir sur ça, tu disais au début. Et je parlais avec quelqu'un, Rémi, qui viendra également sur ce podcast pour parler d'un autre pilier plus sur la finance. Il voulait faire intervenir quelqu'un qui faisait du full crédit vendeur. Et lui, vu que ce n'était pas son cœur de métier, il a fait « mais c'est intéressant, il a l'air de bien l'expliquer, ça a l'air de marcher pour lui et tout ça ». Et heureusement... Le packaging était très beau. Et on était avec Cédric, que j'ai interviewé sur ma chaîne, et également qui était un chef d'entreprise et qui a vendu sa société. Et j'ai posé la question très simple. Cédric, si tu avais quelqu'un qui était venu te voir pour ta société et te demander un crédit vendeur à 100%, qu'est-ce que tu aurais dit ? Non. Et là, c'était aussi simple que ça. Et ça serait très curieux de savoir les gens qui achètent en crédit vendeur, est-ce qu'ils accepteraient qu'on leur achète en crédit vendeur ? Et à partir de là, on a la réponse, je pense. Et c'est très dangereux, mais ça crée le déclic. Ça crée le déclic et à partir du moment, c'est un manque d'obtention de financement, le crédit vendeur, mais à partir du moment où tu sais aller chercher du financement, où tu sais mettre des outils en place, et si tu n'es pas capable, si tu veux reprendre une société sur laquelle tu peux faire exploser le chiffre, apporter une expertise et que tu n'es pas capable d'arriver à convaincre 20% pour avoir 20% d'apport, il vaut mieux pas que tu fasses c'est pas fait pour toi le rachat. C'est comme un investisseur immobilier. Si tu es sur une opération en or et que tu n'es pas capable de lever le financement, il ne faut même pas se positionner. Je sais pas. Mais tu vois, ce qui est très intéressant dans cette technique du crédit vendeur, je parlais durant le dernier podcast du mécanisme, en fait, du piège de la surrogation en immobilier. Quand tu as une obsession de l'indicateur ou du sous-jacent et que tu en oublies l'objectif, eh bien, en reprise d'entreprise, la focalisation sur le crédit vendeur te fait oublier ce que tu achètes. Tu n'achètes pas en fait une société, tu achètes un crédit vendeur. Une acceptation du crédit vendeur, qui est pire. Oui, mais tu achètes, en fait, c'est que tu recherches finalement un crédit vendeur. Donc, tu vas prospecter et tu vas acheter la société qui sera cédée sur un 100% crédit vendeur. Donc, au final, tu ne vas pas prospecter sur des critères ou des ratios économiques, tu vas chercher en fait une faisabilité fondée sur le crédit vendeur. Et ça, c'est très grave parce qu'en fait, tu vas confondre l'objectif principal avec un des paramètres de la stratégie. Et donc, le paramètre aura pris le dessus sur l'objectif majeur. Et ça, c'est très, très problématique parce que ce soit en immobilier ou en reprise d'entreprise ou en rachat d'entreprise, tu vas avoir exactement le même problème. Un mot à ajouter, Madeleine ? Non, je suis d'accord avec tout ça. Je crois que il ne faut pas perdre de vue, il faut avoir une vision. C'est toujours le même point, il faut repartir au départ. Et c'est ça que j'aime beaucoup c'est quelque chose qui m'a marqué
dans Jeu Infini, où il a dit que le PDG, que le terme de CEO n'était pas adapté. Directeur général. Que ça Parce devait que le être directeur général ne voulait rien dire. Et j'ai bien aimé effectivement quand il parle de ce tandem. visionnaire, de Chief Vision Officer. Voilà, exactement. Combiné à un directeur financier et opérationnel. Qui, eux, de savoir manager ces gens-là, Tout à fait. C'est d'avoir une vision. Et on le voit sur les projets de rachat, on parlera de Fouad. C'est une vision que tu as. C'est une vision. Et une mise en place ensuite de la vision avec les il ne faut pas profils oublier adéquats. de la mettre en exécution. Oui, Voilà. Voilà, une vision, évidemment une exécution, un développement, de la croissance externe, des axes d'amélioration, de la mutualisation dans les outils. Le crédit vendeur, je ne vais pas dire que je m'en contrefiche, mais on n'est pas très loin de la vérité. Si j'obtiens partiellement un crédit vendeur, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'objectif. Et l'objectif à la sortie qui est déjà matérialisé et qui est déjà quantifié. Et donc voilà. Moi, j'avais une dernière question, Madeleine. Tu as investi massivement en locatif. Tu as débuté une diversification sur l'activité de marchand de biens. C'est quoi l'avenir pour toi sur la partie immobilière, sur la professionnalisation, sur la diversification et évidemment, est-ce que ce que tu as entamé, est-ce que ça va t'aider à poursuivre dans cette continuité, dans cette stratégie? Clairement, je pense que maintenant, j'ai les outils pour répondre à cette question. Tu me l'aurais posée il y a 4 ans. Je ne t'aurais pas posé cette question il y a 4 ans. Clairement, investir dans l'immobilier, ce n'est pas ce qui me permet de vivre. Mais tu en as déjà parlé dans un podcast, en donnant un très bon exemple détaillé. Le marchand de biens est une diversification fondamentale qui permet, par contre, à côté de ça, d'avoir un effet de levier et de générer du revenu. Donc, c'est clairement une direction, c'est une diversification aussi, je crois, quand on parlait de risque plus tôt, qui est intéressant. Et même si le temps est plus long, il peut aller de 6 mois à 36 mois, les revenus générés sont nettement plus importants. Donc, effectivement, c'est une très bonne direction. Super. Est-ce que tu as d'autres questions, Hugo? Je pense que le podcast est... J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour faire presque aussi bien que toi? Pour faire mieux. Déjà, si je fais la moitié... faire mieux. Déjà, si je fais la moitié, j'ai l'honnêteté intellectuelle de le dire. Si j'arrive à la moitié de ce que tu as fait, un conseil, quel est le conseil que tu me donnerais? J'ai beaucoup parlé de la vision. Il faut pas oublier de passer à l'action. Et quand on pense à l'action, on se dit, oulala, par quoi je commence? Et il faut trancher ça en rondelles de saucisson. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, alors je veux être où dans 1 an, je veux être où dans 5 ans. Et dans 1 an, donc qu'est-ce que je dois faire pendant l'année à venir pour atteindre cet objectif? On en vient à un objectif mensuel. Et puis il y a l'objectif de cette semaine, puis il y a l'objectif d'aujourd'hui. Et on se rend compte que finalement, c'est des tas de petites actions qui sont tout à fait à notre portée. Et c'est l'accumulation. C'est pour ça que je parlais de constance. D'accord, voilà. De diviser une grosse en toutes petites. Voilà, exactement. Et là, ça devient à notre portée. Et c'est là où on va commencer à accumuler les compétences, parce que l'action qu'on fait aujourd'hui, celle de demain, d'après-demain, de dans 1 mois, va faire qu'on va se poser les bonnes questions, qu'on va aller chercher les réponses. Et que comme on a un petit peu de temps, puisqu'on a de l'inertie, on a le temps d'aller chercher les réponses. Rigueur, constance, et oui, vision. C'est pour ça que je revenais donc là-dessus. c'est sur l'accumulation de connaissances. Finalement, l'accumulation du capital dépend de l'accumulation de connaissances. C'est pas mal ça. C'est très bon. On le coupera et on le mettra juste avant ton intro de Chleu. Merci à vous deux. Merci. Merci Madeleine pour le déplacement sur Berlin. Et merci d'avoir partagé ton parcours. Inspirant. Très inspirant et félicitations. Inspirant et honnête intellectuellement. Je ne sais pas si tu as relevé la phrase qui était fondamentale également. Je ne vis pas de l'immobilier locatif. Malgré la taille du parc immobilier qui est relativement importante, parce que tu as compris qu'en immobilier, il fallait marcher sur 2 bras, ce que j'appelle 2 bras armés.
tu as le locatif et ensuite la génération du cash est produite par la partie professionnelle, marchand de biens, petite promotion, etc. Là, on va aller chercher des grappes de marge de plusieurs centaines de milliers d'euros et plus tard, je l'espère, des grappes de plusieurs millions d'euros de marge. Donc voilà, moi je n'ai plus de questions. En tout cas, merci d'avoir suivi le podcast. Et c'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour gérer toute la technique et vous permettre de voir grand. Ce qui serait rigolo, c'est d'en refaire un dans 1 an ou dans 2 ans, quand toi, tu seras plus débutant et que tu nous parleras de ton expérience. Voilà. Merci pour cette invitation. Si j'y arrive. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu y arriveras. Parfait. J'appelle Challenge et je leur demande déjà de me réserver une ligne dans Fortune de France. Merci à vous tous et à très vite. Ciao, ciao.